On ne peut pas considérer ces lettres comme une source sincère d'information, puisqu'il les a écrites de prison, en sachant très pertinemment qu'elles seraient lues par ses geôliers et qu'elles passeraient au tamis de la police. S'interroger sur la pensée, la philosophie de Sade est donc tout à fait normal et légitime. Tout lecteur sadien s'est posé, je crois, cette question à un moment ou à un autre. Par contre, répondre à cette question n'est, scientifiquement parlant, pas possible. Nous sommes forcés de rester dans ces domaines, dans les champs des hypothèses indémontrables. Nous ne sommes pas pour cela réduits au silence, car il est en revanche tout à fait possible de répondre à une autre question qui n'est pas moins complexe pour autant, qui est celle de savoir ce que disent ces œuvres. Donc, il faut bien commencer par là de toute manière. Étant donné donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la lecture qu'Isabelle Huppert va faire demain des textes extraits de l'œuvre sadienne, il nous a semblé pertinent de parler donc de ces textes d'abord et de nous interroger sinon sur la philosophie des Sade, sur le message philosophique et moral qui se dégage de ces textes. Donc Isabelle Huppert demain va prêter alternativement sa voix aux deux figures emblématiques de l'œuvre du marquis de Sade, que sont Justine et sa sœur Juliette. La première perdue par la vertu, la deuxième triomphante par le vice. Sur les sites du Théâtre Beaux-Arts de Bruxelles, où ce spectacle a été créé en janvier, on trouve les textes qu'Isabelle Huppert devrait lire. J'utilise le conditionnel parce qu'il est bien précisé que ces textes sont soumis à modification. Mais on peut voir que ces textes sont extraits principalement de deux ouvrages, Justine ou Les malheurs de la vertu, et voilà, l'histoire de Juliette ou Les prospérités du vice. Les deux publiés pendant les 10 ans des libertés dont jouit les marquis pendant la Révolution. Justine ou Les malheurs de la vertu en 1791 et l'histoire de Juliette en 1801. Or, entre ces deux textes, un 13e a été publié par Sade en 1799, la nouvelle Justine. Or, qui fait en fait avec l'histoire de Juliette, donc la réécriture de l'histoire des deux sœurs qui était consignée originairement dans Justine, qui narre aussi la vie de sa sœur. Donc il est très important de comprendre la différence entre ces deux versions de l'histoire des deux sœurs. La première narrée dans Justine, la deuxième dans La Nouvelle Justine et l'histoire de Juliette. La différence entre ces ouvrages n'est en effet pas seulement une différence de longueur, qui est de toute manière très importante. Dans l'édition de la Pléiade, Justine fait 260 pages, La Nouvelle Justine en fait 720 et l'histoire de Juliette 1080. Mais la différence capitale tient à la manière dont l'auteur présente ses textes, c'est-à-dire aux intentions qu'il déclare avoir eues en les écrivant et au sens qu'il attribue explicitement aux aventures des deux sœurs, qui se terminent d'ailleurs de manière, vous allez les voir, très différente. Alors, pour comprendre cette différence, il faut d'abord savoir que les deux versions de l'histoire des deux sœurs s'inscrivent dans la tradition du conte philosophique voltairien. Dans les deux cas, l'auteur fait en effet explicitement référence à Zadig en introduisant ses ouvrages. Quelle est donc la question philosophique qui en est à la base? C'est la question de la rétribution des actes, sur laquelle s'interroge Zadig suite à ses malheurs, tellement immérités qu'il en vient, je cite Voltaire, accuser en secret la Providence qui le persécutait toujours. Les sciences, les mœurs, le courage n'ont donc jamais servi qu'à mon infortune, dit Zadig. Il lui échappa enfin de murmurer contre la Providence et fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons et qui faisait prospérer les chevaliers verts, c'est-à-dire les méchants. À ce moment de l'intrigue, Zadig a gagné une épreuve qui lui donne le droit d'épouser la reine de Babylone, mais donc un imposteur vole son armure, donc le chevalier vert, ce qui fait que Zadig se retrouve à nouveau sans rien. C'est alors qu'il rencontre un ermite qui peut lire le livre des destinées, indéchiffrable pour Zadig,
et qui lui demande de les suivre pendant quelques jours, quoi qu'il fasse. En effet, vis-à-vis des gens qui leur donnent tour à tour l'hospitalité, l'ermite se comporte de manière inexplicable aux yeux des Zadig, qui enfin manifeste son étonnement et son indignation. C'est seulement alors que l'ermite révèle à Zadig qu'il est en réalité un ange, l'ange Jezrad, et qui lui explique le sens de ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé un objet très précieux à un seigneur qui les a accueillis magnifiquement pour les donner à un riche avare qui les a traités très misérablement. Donc il rétribue très mal donc, les actes. Finalement, il a tué un enfant innocent, soi-disant parce que s'il avait vécu, il aurait tué sa tante, Zadig, et si, comme Zadig le suggère, il avait été rendu vertueux, il aurait lui-même été tué. Donc Zadig réagit, mais quoi? Il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs, et les malheurs tombent sur les gens de bien. Jezrad explique, je cite, qu'il n'y a point un mal dont ne naisse un bien, que les méchants sont toujours malheureux, et que toute est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Zadig n'est pourtant pas convaincu, et si, devant l'envol magnifique de l'ange, il se soumet et il adore la providence, son dernier mais reste sans réponse. C'est donc cette question qui est à la base de l'écriture sadienne de l'histoire de Justine et de Juliette. Mais la réponse que les deux versions de cette histoire donnent à cette question est radicalement différente, ou mieux, se présente comme étant radicalement différente. L'auteur des Justines, ou les malheurs de la vertu, donc la première version, prétend combattre les conclusions philosophiques et morales que l'on pourrait tirer de l'explication de Jezrad. Je lis donc le début de Justine. Si, plein de respect pour nos conventions sociales, et ne s'écartant jamais des digues qu'elles nous imposent, il arrive malgré cela que nous n'ayons rencontré que des ronces quand les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus de ces remarques. Ne calculeront-ils pas alors qu'il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils pas que la vertu, quelque belle qu'elle soit, devient pourtant le plus mauvais parti qu'on puisse prendre quand elle se trouve trop faible pour lutter contre le vice, et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr est de faire comme les autres? Un peu plus instruits, si l'on veut, et abusant des lumières qu'ils ont acquises, ne diront-ils pas avec l'ange Jezrad des Zadig qu'il n'y a aucun mal dont ils ne naissent un bien, et qu'ils peuvent, d'après cela, se livrer au mal, puisqu'il n'est dans le fait qu'une des façons de produire le bien? N'ajouteront-ils pas qu'il est indifférent au plan général, que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si les malheurs persécutent la vertu, que la prospérité accompagne le crime, les choses étant égales au vu de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui échouent? L'auteur de Justine prétend donc vouloir combattre ce qu'il appelle tout de suite après les sophismes dangereux d'une fausse philosophie, et déclare entreprendre la narration des malheurs de la vertueuse Justine pour convaincre son lecteur qu'il faut, comme Zadig, se soumettre aux ordres de la Providence, et que, je cite maintenant la fin de l'ouvrage, le véritable bonheur n'est qu'au sein de la vertu, et que si, dans deux vues qu'il ne nous appartient pas d'approfondir, Dieu permet qu'elle soit persécutée sur terre, c'est pour l'en dédommager dans le ciel par les plus flatteuses récompenses. Quelle est donc l'histoire dont la narration devrait permettre au lecteur de se convaincre que la vertu reste le meilleur parti qu'il puisse prendre malgré tout? Je vais essayer de résumer brièvement l'intrigue de Justine, puisque c'est la même intrigue en fait que l'on trouve à la base de la nouvelle Justine et de l'histoire de Juliette, quoique augmentée très considérablement. Justine et Juliette sont deux sœurs de bonne famille qui sont élevées au couvent, comme c'était d'usage à l'époque, mais qui sont obligées d'en sortir prématurément, à 12 et 15 ans, Justine étant la plus jeune, suite au revers de fortune qui frappe leur père, un très gros banquier de Paris qui fait banqueroute et qui en meurt de chagrin, comme sa mère d'ailleurs, qui meurt tout de suite après. Donc normalement, la lecture d'Isabelle Huppert devrait être introduite par un bref résumé
Donc les deux sœurs réagissent de manière très différente suivant leur tempérament. Juliette n'est parut sensible qu'au plaisir d'être libre, sans réfléchir un instant au cruel revers qui faisait ses chairs. Pour Justine, elle était d'un caractère sombre et mélancolique qui lui fit bien mieux sentir toute l'horreur de sa situation. Juliette essaye en vain de consoler sa sœur en l'assurant, je cite, qu'avec l'âge et la figure qu'elles avaient l'une et l'autre, il était impossible qu'elles mourussent de faim. Elles sont en fait très belles l'une et l'autre. L'intention de Juliette est en effet celle de se livrer au libertinage, à l'exemple d'une de ses amies qui s'était échappée de la maison paternelle et qui se faisait richement entretenir. Justine ayant horreur d'une telle proposition, les deux sœurs décident de se séparer. Juliette réussit très bien dans sa carrière de prostituée, carrière, précise le narrateur, qui fut épineuse, mais qui porte ses fruits puisque, je cite, Juliette devint en 15 ans femme titrée, possédant 30 000 livres de rente, des très beaux bijoux, 2 ou 3 maisons tant la ville qu'à la campagne, et pour l'instant, le cœur, la fortune et la confiance de Messier de Corville, conseiller d'État, homme dans les plus grands crédits, et à la veille d'entrer dans le ministère. Entre-temps, elle est devenue notamment Madame de Lorsange, se faisant épouser par un autre homme qu'elle n'hésite pas à tuer, afin d'hériter plutôt de sa fortune et de se retrouver dans la respectable et très confortable position de veuve riche et jeune. Vous aurez aussi demain un extrait qui relate ce meurtre. Donc, le narrateur commente ainsi. Il est donc vrai que la prospérité peut accompagner la plus mauvaise conduite, et qu'au milieu même du désordre et de la corruption, tout ce que les hommes appellent le bonheur peut se répandre sur la vie. Mais que cette cruelle et fatale vérité ne s'alarme pas, que l'exemple du malheur, poursuivant partout la vertu, que nous allons bientôt offrir, ne tourmente pas davantage les honnêtes gens. Cette félicité du crime est trompeuse, elle n'est qu'apparente, indépendamment de la punition bien certainement réservée par la Providence à ceux qu'ont séduit ses succès. Ne nourrissent-ils pas au fond de leur âme un ver qui, les rongeant sans cesse, les empêche d'être réjouis de ces fausses lueurs et ne laisse en leur âme, au lieu de délices, que les souvenirs déchirants des crimes qui les ont conduits où ils sont? À l'égard de l'infortuné que le sort persécute, il a son cœur pour consolation et les jouissances intérieures que lui procurent ses vertus le dédommagent bientôt de l'injustice des hommes. Or, pendant un voyage qu'elle fait avec Messier de Corville, Juliette rencontre, sans la reconnaître, sa sœur, sale, vêtue, liée comme une criminelle. Elle est en fait accusée de meurtre, de vol et d'incendie, et des gardes la conduisent à Paris pour que sa sentence soit confirmée. Juliette et son compagnon sont intrigués par cette jeune malheureuse qui a l'air tout à fait innocent et manifestent le désir de l'entendre raconter son histoire, ce que les gardes de Justine permettent. Donc Justine leur raconte son histoire qu'elle introduit ainsi. Vous raconter l'histoire de ma vie, madame, c'est vous offrir l'exemple le plus frappant des malheurs de l'innocence. C'est accuser la main du ciel, c'est se plaindre des volontés de l'être suprême, c'est une espèce de révolte contre ses intentions sacrées. Je ne l'ose pas, mais en fait, elle va le faire. Donc nous n'avons pas ici le temps de détailler ces mésaventures. Vous en avez un aperçu dans les résumés que Justine elle-même en fait en terminant ce récit et que normalement Isabelle Huppert devrait lire demain. Mais il faut savoir qu'il y a un principe qui régit la logique de ces mésaventures qui nous est dévoilé par le plan de l'ouvrage que le marquis de Sade avait esquissé à la Bastille avant d'entreprendre la rédaction de la première version de l'histoire de Justine, qui est restée à l'état manuscrit et qui s'appelait Les infortunes de la vertu. Donc c'est vraiment le brouillon sur la base duquel il a rédigé par la suite Justine. Donc dans ce plan, on voit que ce principe est le principe des vertus vexées, comme l'écrit Sade, c'est-à-dire que chaque mésaventure de Justine est censée vexer, mettre à mal, bafouer les vertus de Justine. La pudeur, à plusieurs reprises, l'horreur du mal, la piété, la prudence, l'amour du bien de la vérité, la pitié et la bienfaisance aussi à plusieurs reprises. Donc on peut résumer en disant que chaque fois que Justine veut éviter de pécher ou bien éviter que les gens qu'elle rencontre sur sa route commettent des crimes, chaque fois la bonne intention qui l'anime se retourne contre elle-même et ne la rend que plus malheureuse, comme elle le reconnaît d'ailleurs.
Grand Dieu, il est donc impossible que mon âme s'ouvre à aucun mouvement vertueux, soit que j'en sois un instant puni par les châtiments les plus sévères. Une fois le récit des malheurs de Justine terminé, Juliette, qui a enfin reconnu sa sœur, décide de l'aider. Dans cette première version de l'histoire, en effet, Juliette est présentée comme, je cite, un peu méchante, aucun principe, n'est croyante de mal à rien, et cependant pas assez de dépravation dans le cœur pour en avoir éteint la sensibilité. C'est cette sensibilité qui permet à Juliette d'être émue au récit des malheurs de sa sœur et qui fait qu'elle décide de la prendre avec elle. L'influent M. de Corville fait en sorte que l'innocence de Justine soit prouvée, et tout semble donc aller enfin parfaitement bien pour la vertueuse Justine. Sauf que, un jour d'été, un terrible orage éclate. Juliette, effrayée, demande à sa sœur d'aller fermer les fenêtres, ce que Justine essaie de faire vainement, puisque la foudre, hélas, la frappe sans merci. Or, la conclusion que Juliette tire de la mort de sa sœur est tout à fait conforme à la vérité dont l'auteur de l'ouvrage dit vouloir convaincre son lecteur.